Bonjour à tous jeunes mercenaires, et soyez fiers de rejoindre Avalanche en regardant ce 8ème épisode d'un jeu une bande son. Le 9 février 1996, après avoir marqué les joueurs avec 6 épisodes sur les consoles de Nintendo, Squaresoft provoque un séisme dans le monde vidéoludique en annonçant le ralliement de sa franchise Final Fantasy au camp de la nouvelle PlayStation de Sony. Comment le studio en est-il arrivé à prendre une telle décision en ayant mené la saga au sommet avec le support de Big N? Remettons les choses en perspective. Après l'immense succès de Final Fantasy VI, sorti en 1994 au Japon, il était logique que Squaresoft lance rapidement le développement du 7ème opus, destiné à la Super Famicom de Nintendo. Toutefois, le projet ne pourra pas démarrer dans l'immédiat car l'essentiel des équipes dédiées à la série est mobilisé sur un autre projet d'envergure, le cultissime Chrono Trigger. Par ailleurs, si ce jeu a marqué votre cœur de joueur, je vous invite à regarder mon épisode consacré à ce mastodonte du jeu de rôle japonais. Une fois le titre lancé sur le marché, le travail sur Final Fantasy VII pourra reprendre sur des bases propres. En effet, le développement du jeu sera recommencé depuis le début. Il faut savoir qu'Hironobu Sakaguchi, le papa de la série, a toujours exprimé une volonté de raconter des histoires de manière cinématographique, et l'arrivée des consoles 3D qui lui permettrait de réaliser ses rêves les plus fous éveille grandement sa curiosité. Après avoir conçu une démo technique et convaincu tous les membres de l'équipe, une chose est sûre, le prochain Final Fantasy contiendra des cinématiques et des personnages animés en 3 dimensions. Le timing est plutôt bien choisi puisque Nintendo promet de nouveaux graphismes révolutionnaires avec sa 64, tandis qu'en parallèle, Sony vante des possibilités presque illimitées grâce à son support CD. Malheureusement pour la firme au plombier moustachu, le fait de tarder à dévoiler les caractéristiques de son 64DD, un périphérique permettant de lire des disques magnétiques dont la capacité est largement plus grande que les cartouches classiques, poussera Squaresoft à se diriger vers la console de Sony. De toute manière, la taille des disques de Nintendo fait pas le figure à côté des CD-ROM lus par la PlayStation puisqu'au final, ces derniers permettront d'emmagasiner presque 11 fois plus de données. D'autre part, on sent que Squaresoft entre dans une période charnière de son histoire, leurs ambitions sont grandissantes et leurs effectifs aussi. S'il a fallu 40 personnes pour développer Final Fantasy VI, plus du triple sera nécessaire pour ce prochain épisode. Cela démontre à quel point la saga est propulsée dans une toute autre dimension. De plus, des figures aujourd'hui emblématiques pour la série font leur apparition, comme Kazushige Nojima, ou se voient même monter en grade, comme Tetsuya Nomura. Mais comme on le dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne, et c'est Nobuo Uematsu qui sera, comme à l'accoutumée, assigné à la partition, fort de sa récente expérience sur Front Mission Gun Hazard. Mais comment Final Fantasy VII a-t-il réussi à laisser une marque aussi indélébile dans le cœur des joueurs? Comment Nobuo Uematsu a-t-il fait face à ce vent de changement et relevé le défi imposé par cet épisode? C'est ce que je souhaite évoquer avec vous aujourd'hui. Sony souhaite distribuer le jeu dans le monde entier, dans l'espoir de rencontrer le même succès que les précédents épisodes et ainsi voir les ventes de la PlayStation exploser. Cet objectif sera amplement atteint puisque seulement quelques mois après son lancement au Japon en janvier 1997, les ventes atteindront plus de 3 millions de copies sur le territoire nippon et grimperont jusqu'à 10 millions d'exemplaires vendus en prenant en considération l'Amérique du Nord, l'Europe ainsi que les diverses rééditions. Un record encore aujourd'hui inégalé pour la saga. Le succès de Final Fantasy VII en Occident est tel qu'il démocratise à lui seul un style de jeu aujourd'hui bien connu et apprécié, le JRPG. Ce 7ème volet se place par son gameplay dans la continuité des jeux de rôle classiques, peaufinant avec brio l'héritage des 6 premiers opus. En effet, tout au long de cette épopée, on y retrouvera une structure en 3 actes comportant exploration, donjon et combat de boss. Ainsi, Final Fantasy VII reprend le style de combat introduit par le 4ème épisode, à savoir l'Active Time Battle, souvent raccourci en ATB. En résumé, une jauge se remplit plus ou moins rapidement, en fonction de la vitesse du personnage. Cette dernière, une fois pleine, permet d'effectuer une action parmi un panel personnalisé à l'aide du système de Materia. Celle-ci s'apparente à de petits cristaux que l'on peut insérer dans les équipements afin de débloquer ou de faire évoluer des magies et des commandes spéciales, ou même pour certaines d'invoquer des divinités pour combattre à nos côtés. Toute l'audace de ce nouveau système résidant dans le fait de les combiner afin de créer de nouveaux effets dévastateurs. Cependant, nous sommes d'accord, l'intérêt principal d'un RPG est de nous faire vivre une aventure inoubliable, et celle de Final Fantasy VII nous emmène dans un univers inhabituel, mais pour le moins avant-gardiste pour l'époque. Dans la mégalopole futuriste de Midgar, dont la principale source d'énergie est une substance que l'on appelle la Mako, s'opposent 2 camps. La méga-corporation Shinra exploitant cette dernière sans retenue, et un groupe d'éco-combattants nommé Avalanche voulant empêcher cela. C'est dans ce contexte de conflit et d'animosité constante que le joueur se retrouve dans la peau de Cloud Strife, à la fois ancien soldat de la Shinra et mercenaire engagé par le camp adverse mené par son leader Barret Wallace. Leur but? Faire exploser un réacteur Mako, une sorte d'immense pompe puisant l'énergie du sol afin de la rediriger dans l'ensemble de la cité. Cependant, les habitants de Midgar sont loin de se douter que la Mako est en réalité l'énergie vitale de la planète et que l'exploitation outrancière et totalement consciente de cette dernière par la Shinra mènera le monde à sa perte. Mais il ne s'agit là que d'un seul secret gardé par la corporation, et il n'appartiendra qu'à notre héros et ses fidèles camarades d'essayer de percer à jour leurs infâmes machinations et de découvrir le mystère entourant l'inquiétante réapparition d'un soldat légendaire jusqu'ici supposé mort, Sephiroth.
Tous ces éléments ont fait de Final Fantasy VII un jeu mythique. Il n'est pas difficile de se mettre à la place d'un joueur de 1997 totalement captivé par l'atmosphère des nouveaux lieux découverts pour la première fois en 3D. Le jeu impressionne tant sur le plan visuel que sur le plan musical, Nobuo Uematsu ayant ce fabuleux pouvoir de nous subjuguer avec ses mélodies envoûtantes. Bien que son prédécesseur avait déjà pris ses distances avec les univers héroïques fantasy typiques du JRPG de l'époque, c'est Final Fantasy VII qui marquera une rupture nette dans la série, ce dernier plongeant le joueur dans une ambiance beaucoup plus moderne, austère et extrêmement industrialisée. Qui dit changement de milieu dit changement d'approche quant à la composition musicale. Les décors se voient donc illustrés par des musiques plus atmosphériques, ayant pour but de rendre l'image et le son le plus organique possible. Après la réussite de Front Mission Gun Hazard, le précédent jeu sur lequel Nobuo Uematsu a travaillé et dont l'univers se rapproche le plus de celui du titre qui nous intéresse, l'exercice ne sera pas trop difficile pour le compositeur, alors très confiant et motivé pour proposer quelque chose de foncièrement nouveau pour la franchise. C'est d'ailleurs avec One Winged Angel qu'il tentera de surprendre, une piste qu'il considère comme du rock orchestral. Ce qui est assez drôle avec ce morceau, c'est qu'au début, les équipes de développement étaient assez frileuses à l'idée de l'utiliser comme musique de boss final, ne sachant pas encore qu'à elle seule, elle allait devenir un emblème du jeu vidéo. En témoignent les nombreuses versions ayant été réalisées par la suite, celle du film Advil Children étant certainement la plus proche de cette idée de rock orchestral si chère à Nobuo Uematsu. Pour autant, sa méthode de travail reste semblable. Il compose d'abord ses mélodies à l'aide de ses instruments avant de passer à la programmation définitive. Bien entendu, il s'assure avant toute chose que la PlayStation est capable de restituer ses idées telles qu'il les imagine. Ce changement de plateforme est bénéfique pour le compositeur puisqu'il n'est plus limité aux 8 canaux MIDI de la Super Nintendo, la nouvelle console de Sony permettant d'en utiliser 24 dont 8 pour les effets sonores, et d'ainsi enrichir ses compositions grâce à des techniques comme la superposition d'instruments afin de nuancer les sonorités et de soigner les transitions. Comme vous l'aurez compris, pour que le joueur s'imprègne de l'univers proposé, il était capital que les lieux parcourus ainsi que les musiques les illustrant soient homogènes. Ainsi, dans les installations industrielles de la Shinra résonnent des mélodies inquiétantes, le plus souvent rythmées par de lourdes percussions aux sonorités métalliques, et dans les ruelles sombres et froides de Midgar, de longs accords témoignent du désespoir et de la suspicion constante de ses habitants, pour qui il règne un climat de peur, d'insécurité et d'anxiété. On peut citer Anxious Earth pour son apparition dans le glaçant cimetière des trains, The Oppressed pour illustrer à la perfection le quartier de la luxure et de tous les péchés, ou encore Underneath the Rotting Pizza qui exprime avec brio la précarité et la criminalité latente des routes séparant les différents bidonvilles. Mais saviez-vous que cette piste ne porte pas son nom par hasard? En effet, le design de la ville, ronde et découpée en 8 sections, a été directement inspiré par la pizza que Yusuke Naora, le directeur artistique, était en train de manger. Tout comme les contrées visitées, les styles musicaux se diversifient tout au long de l'aventure. Ainsi, lors de leur périple, nos héros font escale à Costa del Sol, où au rythme de la bossa nova, le soleil rayonne dans chacun des accords de guitare classique, avant de se divertir sous les fanfares burlesques et grandiloquentes du Gold Saucer, pour finalement marquer un arrêt édifiant dans les étendues désertiques du Cosmo Canyon, où les airs de flûte semblent nous narrer des récits guerriers rythmés par le battement frénétique d'un cœur de tambour amérindien. Mais cette variété de thèmes ne concerne pas uniquement les paysages explorés par le groupe, mais aussi les membres de ce dernier. Par exemple, Descendant of Shinobi laisse clairement transparaître le côté jeune et insouciant de Yuffie, là où au contraire le thème de Sid nous présente un personnage bien plus mature et expérimenté. Le thème de Red 13 mérite également qu'on s'y attarde puisqu'en l'écoutant attentivement, on peut y retrouver un motif déjà présent dans la musique du Cosmo Canyon, lieu d'où est originaire le personnage. Cette façon de faire n'est pas anodine puisqu'il s'agit d'un concept courant dans la composition de bandes originales, nommé le leitmotiv. Précisons alors ensemble ce qu'est le leitmotiv. Le leitmotiv désigne un court motif mélodique, harmonique ou rythmique très caractérisé, servant à illustrer, à associer ou à individualiser un personnage, un lieu, une idée ou un sentiment au cours d'une œuvre. Pour approfondir, Aeris est-elle aussi sujette à l'utilisation de motifs à travers plusieurs passages du jeu, comme on peut le constater à l'approche de son foyer dont l'ambiance fleurie marque une scission avec ce que le joueur a l'habitude de voir sous le plateau, ou encore l'église, son lieu de recueil où Claude, notre héros principal, finit par atterrir. Dans ces deux cas, la musique laisse transparaître la pureté des lieux, à l'image du personnage auquel le leitmotiv est associé. De même pour le thème principal du jeu, implicitement lié au personnage de Cloud, qui revient dans une multitude de pistes. Jusqu'ici, nous n'avons évoqué que des cas de réutilisation de motifs au sein du même épisode, mais cette pratique est aussi valable pour toute la saga. Si je vous parle du thème de Chocobo, de la fanfare de victoire ou encore du prélude présent depuis les tout premiers épisodes de la série, ces derniers nous accompagnent depuis plus de 30 ans et ce n'est pas près de s'arrêter. Au fil des années, ces thèmes sont devenus une marque de fabrique pour la série, et cela quels que soient les compositeurs. Ces œuvres ont toujours été arrangées dans un style ou un autre et cela sans dénaturer les codes originels de Final Fantasy. Ainsi, il n'est pas surprenant de croiser un fan avec une fanfare comme sonnerie de téléphone ou du contenu de créateurs contenant d'autres effets sonores, tant ces sons et leur appartenance à la saga se sont ancrés dans l'imaginaire collectif. Dans son évolution, Final Fantasy aura réussi à profiter du talent et de l'inspiration semblant illimitée de ses compositeurs. Ainsi, ce 7ème épisode fera connaître des sentiments encore jamais ressentis dans le jeu vidéo, par l'intensité de ses scènes et les émotions transmises au travers de la musique les accompagnant. Toute la mélancolie de Halting My Truth in My Heart touche encore les joueurs des années après la sortie du titre. Les musiques de boss comme Genova ou Genova Absolute, sa variante, rappellent les combats intenses de nos héros pour sauver leur planète.
L'histoire comprend son lot de moments critiques où la fin d'un monde semble inéluctable, et ça, Nobuo Uematsu a été un maître pour le faire ressentir au travers de musiques comme The Great Northern Cave ou Who I Am, lorsque Sephiroth se questionne sur sa propre personne. Et parce qu'on en a jamais trop avec FF, il faut absolument que je vous parle de 3 musiques qui m'ont accompagné durant de longues années depuis la sortie du jeu, même si en soi, c'est le cas de toute la bande son. Cette musique est très certainement ma préférée, tout Final Fantasy confondu. Sa mélancolie et sa légèreté me transportaient littéralement dans l'univers du jeu. Je sais que si à un moment j'ai besoin de m'évader, c'est la première musique à laquelle je vais penser. Même si elle apparaît à plusieurs moments du titre, c'est lorsque Cloud raconte son passé qu'elle prend tout son sens. C'est pour moi un des moments les plus marquants du jeu, celui auquel je pense en premier en l'évoquant et qui me donne envie de recommencer une partie. J'ai été bercé par cette musique durant toute mon enfance. La musique de boss de Final Fantasy VII est devenue culte. On y ressent clairement le côté plus rock dont Nobuo Uematsu est très friand. En toute franchise, je pense que cette bande-son restera à jamais ma préférée. Pas forcément pour sa technique, mais pour toutes les émotions qui me traversent à chaque écoute. Et je pense sincèrement que sans Final Fantasy VII et Nobuo Uematsu, un jeu, une bande-son ainsi que ma passion pour les jeux vidéo et la musique n'existerait tout simplement pas. C'est sur ces mots qu'on arrive à la fin de ce 8ème épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura plongé ou replongé dans cet univers fascinant. Il faut savoir que Final Fantasy VII est à nouveau sur le devant de la scène grâce à son remake de très bonne facture, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. De même, si tout comme moi vous appréciez les musiques du jeu, je vous recommande fortement cet album Piano Collections qui propose de magnifiques réarrangements de ces dernières au piano. D'ailleurs, je suis un peu curieux, dites-moi dans les commentaires quel est votre épisode préféré, que ce soit pour la musique ou pas, et n'hésitez pas à venir en débattre avec moi sur les Discord. Bon, sur ce, nous avons une planète à aller sauver, je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode.